Cet épisode est sponsorisé par Gaz Européen. Bien plus qu'un fournisseur d'énergie, Gaz Européen accompagne ses clients vers une consommation plus responsable et durable grâce à des solutions concrètes pour réduire leur empreinte carbone. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Time For qui met en lumière les entrepreneurs qui ont cassé les codes. Je suis ravie aujourd'hui d'être accompagnée par Alec. Alec, c'est le DIRCOM de Live for Good. Et Live for Good, si vous ne le savez pas, c'est un des partenaires avec qui nous avons monté le fonds Time For. Donc, bienvenue Alec. Et c'est la première fois qu'on anime un podcast tous les deux et j'en suis ravie. Et j'espère pas la dernière, c'est un plaisir. Exactement, j'espère aussi. Et un petit coucou aussi aux autres partenaires parce que Time For, c'est le fonds de Daphne, des Déterminés et de Live for Good et d'HEC. Et donc, voilà, on vous fait un petit coucou aussi à vous. Et on va parler de notre invité qui est en face de nous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marius Drini. Salut Marius. Bonjour. Marius, tu es le fondateur de Villageois. Et tu as créé Villageois en 2020. Et si on peut le rappeler, qu'est-ce que c'est Villageois ? Comme le dit très bien Alex, c'est une caravane du service public. Des tournées itinérantes qui amènent des commerces, du soin, du lien social et des animations au cœur des villages qui en ont été privés. 500 dates, 250 villages, 20 000 participants. Tu me dis, tu nous reprends c'est après. bon. Hein. Et une seule et même conviction, la ruralité a un avenir à condition qu'on arrête de l'ignorer. Marius, bienvenue sur le podcast. Et comment vas-tu aujourd'hui, toi qui es là pour une semaine à Paris et avec un planning, tu nous disais, bien condensé. Bon, ça va très bien. Il Ouais. fait beau. Saison commence bientôt. Comme j'ai dit, les dieux du climat sont avec nous pour l'instant. Et très content de passer ici pour pouvoir un peu parler de la ruralité qui, c'est vrai, n'est pas forcément le sujet le plus abordé globalement. Et alors, attention, la saison va commencer. Donc, rappelle-nous, qu'est-ce que ça veut dire, la saison va commencer pour Villageois et déjà, peut-être, où tout a commencé. Ouais. Donc, comme tu en as parlé, nous, on fait des fêtes de village un peu spéciales. On en reparlera, dans laquelle il y a des services publics, des commerces et des animations. Mais pour faire une fête de village, le meilleur cadre, c'est souvent d'être dehors. Il faut s'imaginer une petite guinguette avec des tables, des chaises, des tentes, de la déco, de la sono, comité des fêtes qui fait des frites, des merguez. Et tout ça, cet esprit guinguette, il marche quand même assez bien l'été. Et du coup, c'est vrai que 80% de nos événements, on les fait entre mai et novembre. Et donc, quand je dis que la saison va commencer, c'est de ça que je parle. Les beaux jours arrivent et nous avec sur les places des villages. Génial, t'en adores. On a envie de savoir le planning des prochains. Ça commence par quoi ? Et bien là, on vient de commencer en Charente-Maritime, Ah. autour de Saintes et de Gémozac, tout ce qu'on appelle la Saintonge viticole. Et puis ensuite, c'est un peu le warm-up là, au mois d'avril et au mois de mai, un peu dans la Nièvre, qui est notre territoire historique, et puis dans l'Yonne, qui en devient un. Je suis bourguignon, donc on va parler de la Bourgogne, je pense, un certain nombre de fois. Et après, en juin, grosse début de saison, où là, on a 7 équipes en parallèle qui font chacune une dizaine de dates. Donc ouais, on débite entre 60 et 70 événements par mois, de juin à novembre, sur nous, ce qui est notre haute saison. Ah ouais. Eh ben on va voyager, je pense. En France, c'est pendant 1 heure, là. Justement, en parlant de voyage, moi, j'ai une question. Tu as parlé de la Bourgogne, mais qui es-tu ? D'où viens-tu ? Que fais-tu ? Donc, toute ma famille est originaire de Côte d'Or. Donc, c'est le département où il y a Dijon. Mais autour de Dijon, il y a beaucoup de campagnes. Et notamment du côté de ma mère, ils viennent d'une petite contrée qu'on appelle le Châtillonnais, donc autour de la ville de Châtillon-sur-Seine, qui est à 1 heure au nord de Dijon, et qui est un endroit très rural où il n'y a pas de gare et il n'y a pas d'autoroute. Et c'est une des circonscriptions et des communautés de communes les plus grandes de France. Elle met 2 heures à se traverser de part en part, et il y a une centaine de communes. Donc c'est vraiment un milieu assez rural qui n'a pas forcément en fait, il n'a ni le Champagne qui est un peu trop au nord et ni les vignes Bourgogne prestigieuses qui sont un peu plus au sud de Dijon. Donc c'est pas une région qui a pu se développer là-dessus. Mais on dit chez moi qu'il vaut mieux un bon crément qu'un mauvais champagne. Donc, le terroir y est très bon, c'est juste qu'il n'y est peut-être pas aussi prestigieux. Et ma grand-mère habite un petit village qui s'appelle Vanvay, qui est dans ce territoire. Et en 20 ans, ils ont perdu l'épicerie, le bar et la boulangerie. Et moi, mes grands-parents me racontaient que quasi tous les week-ends, il y avait un bal, il y avait un tournoi de foot, il y avait une pétanque. Et aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose, voire plus grand-chose du tout.
Et ma grand-mère, elle voit entre 0 et 1 personne par jour qui passe la voir. Et c'est ce constat-là qui m'a donné envie de lancer Villageois, puisqu'il n'y a pas que Vanvey qui est concerné par ce problème de dévitalisation, mais en vérité des milliers de communes en France. Ouais. Tu as senti tout de suite quand tu as lancé le projet que tu étais aidé, tu serais accompagné par les mairies ou les collectivités locales. Il y avait une envie aussi de tout de suite, tout le monde a été pris par Villageois. Comment ça s'est passé finalement? La première année, c'était ultra artisanal quand on y repense. À la base, Villageois, c'était plutôt un projet d'été quand j'étais étudiant. C'était juste après le Covid, où justement la problématique d'isolement était encore plus grave, chez notamment les anciens qui sont restés chez eux dans les campagnes. Et donc avec des amis et ma copine de l'époque, on avait fait une cagnotte sur Ulule pour trouver un peu d'argent pour louer un camion, acheter des tentes et louer un gîte et y aller. Et après, en effet, on a appelé tout le monde pour un peu tenter de leur pitcher ça, les maires, les services publics, les services de santé. Et la réception a été plutôt bonne. Je pense que ma jeunesse a beaucoup joué. Parce que dans les villages, il peut vite y avoir ce truc comme ailleurs. Ah, mais d'où il vient? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il fait ça? Il y a quoi derrière? Il y a qui l'envoie? Et quand on est jeune, il y a un côté naïf, mais dans le bon sens du terme. Et surtout, c'est des territoires où il y a quasi plus personne entre 18 et 30 ans. Parce que tous les jeunes partent faire leurs études, ne reviennent pas. Et donc, quand on est un des rares jeunes qui s'intéresse à ce territoire, qui veut y revenir et qui veut faire quelque chose pour lui, on est très bien accueillis. Et par exemple, je raconte souvent l'anecdote d'un couple de retraités qui sont venus à une des premières dates de la saison 2020, qui, moi, c'est celle qui m'a marqué, parce que c'était la première. Et en fait, ils se sont attachés à nous. Ils sont venus, des fois, ils faisaient 20-30 km pour venir au village d'à côté. Et à la fin, ils nous ont offert une tarte aux Mirabelles. Et Maison. c'est aussi maison, bien sûr, Bien sûr. qu'on a mangé ensemble. Et c'est là que j'ai compris l'attachement qu'il pouvait y avoir. Mais c'était autant un attachement à ce que faisaient Villageois, mais au fait qu'il y avait une équipe de jeunes comme moi qui revenaient et qui s'intéressaient. Et c'est peut-être un peu dresser des grandes interprétations à partir de ça, mais et on le sait aujourd'hui parce qu'on rappelle des gens 6 mois après, on fait une mesure d'impact. Ça change la perspective des gens sur l'avenir de leur village, où parfois on entend des termes comme mon village, de toute façon, c'est un mouroir, les gens ils tombent les uns après les autres, et moi j'attends la suite, entre guillemets, en tout cas ça va jamais remonter. Le fait que, on fasse cette fête de village, mais 2, qu'on montre qu'il existe des jeunes qui essaient de trouver des solutions, qui s'y intéressent, ça remet un certain nombre de perspectives et d'espoir à ces habitants quand eux sont plutôt isolés. Ils ne le sont pas tous, mais ceux qui le sont, ça les aide. Et vas-y. On va souvent se couper la parole. Ah, souvent, on a plein de questions, Alec, vas-y. C'est sûr. Tu parles de tournée justement itinérante et voilà de cette première naïveté que tu avais eue quand tu étais jeune. Tu l'es toujours d'ailleurs jeune. Mais comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce que tu ramènes exactement? J'aimerais comprendre un petit peu le process derrière Villageois. Qui embarques-tu avec toi dans les places des villages? Comment est-ce que ça s'organise avec les mairies? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pour visualiser ça, t'imagines une place de village, ma foi, classique, avec peut-être une église, des pavés, quelques places de parking, 1 ou 2 bancs. Il y a un kangou qui arrive, avec 4 jeunes dedans. Le kangou rempli à ras-bord de matériel. Et donc nous, on sort des tentes, un peu comme chapiteau. On sort de la déco, des guirlandes, on sort une sono, on met de la musique, voilà. La mairie nous prête les tables et les chaises. Okay. Et puis, voilà, en 1 heure, tu as un petit événement qui se monte avec des tables, avec des nappes à carreaux, plein de petits stands. Et il faut imaginer tout d'abord une fête de village vraiment à l'ancienne. Donc, t'imagines, comme j'ai dit tout à l'heure, le comité des fêtes qui fait des frites et des merguez, la petite musique guinguette en fond, des personnes qui sont attablées, qui boivent un coup dans des tables de pique-nique ou de comité des fêtes. Mais en effet, l'originalité de Villageois, c'est qu'au milieu de cette fête de village à l'ancienne, tu vas par exemple avoir un opticien qui vient faire des tests de la vue. Tu vas avoir une maison France Service qui va aider les gens à faire leurs démarches administratives sur lesquelles ils ont des galères. Tu peux avoir un guichet qui te dit si tu as le droit à une aide pour rénover ta maison ou pas. Mais aussi, le folklore de Villageois, c'est qu'à côté d'eux, tu as le club de composition florale qui monte ses bouquets, tu as l'école qui fait des crêpes, et tu as l'association de chasse qui fait une buvette de vin. Et c'est ça, tout ce mélange qui crée le folklore de Villageois, avec aussi des producteurs, des associations. Et c'est un petit marché, en fait, où les gens font leur tour, vont voir les stands, on pourra en parler, mais le but, c'est qu'ils
apprennent des services qu'ils ne connaissent pas, qu'ils en découvrent, qu'ils engagent des démarches. Et puis, tu as une deuxième partie de journée. Alors, tu vois, les dates, souvent, c'est 17h à 21h. Donc, 17h, 19h, c'est un peu la partie, les gens font le tour des stands et tout. Et 19h, 21h, c'est plutôt festif. Donc, nous, on fait un blind test, un karaoké. Les gens se mettent par équipe, ça crie un peu dans tous les sens pour deviner les chansons, à brander leur ardoise pour écrire la réponse. Et puis, en attendant, ça boit, ça mange. Et puis, on finit souvent sur les lacs du Connemara. Et après, on range et on rentre chez nous. À 21h, ça va. Ouais, un peu plus. Ouais, ça dépend d'où. Un peu plus tard, parfois. Est-ce que l'objectif du villageois, c'est aussi de remettre en marche des villages éteints un peu, et puis, ou rallumer des villages éteints, on va le dire, et faire en sorte d'amener plus de gens, plus de jeunes, peut-être justement, et ramener des boulangers, ramener des pharmaciens, ramener des médecins. Et dans ce cas-là, tu vois, comment vous répondez à ça Parce qu'aujourd'hui, là, il y a l'animation, apprendre à tous ces gens un peu qui sont loin de tout, leur apprendre des choses, comme tu disais, animer, etc. Et toute cette partie à comment ramener des jeunes, parce que finalement, ils vont tous s'éteindre, ou tu dis un jour, ou tu dis comme tu disais, et comment vous faites? Alors, tout à l'heure, tu parlais de naïveté, et c'est quelque chose qu'on apprend quand on mène ce genre de projet, c'est de bien situer ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, une forme de stoïcisme. Et villageois, c'est bien en soi et j'en suis très fier, mais c'est pas grand-chose par rapport à la grande marge de dévitalisation que connaissent ces territoires. Et donc, en fait, aussi, je pense qu'il est important de dire, quand on prend la parole et qu'on vient de la ruralité, c'est que on a beaucoup l'image de village un peu d'Épinal, où il y a toujours un petit comité des fêtes, on y va en vacances, c'est agréable, il y a des fêtes, etc. Nous, il y a une réalité, je pense, un peu plus triste, où si on est appelé dans un village, c'est qu'il n'y a rien. Parce qu'en fait, les villages où il y a déjà des trucs, ils se débrouillent très bien, ils ont une épicerie collaborative, ils ont une boulangerie, ils ont un tiers-lieu, etc. Et d'ailleurs, jusqu'ici, les efforts d'aménagement du territoire se sont concentrés sur ces villages, c'est-à-dire qu'on a mené des politiques et même des projets associatifs qui sont beaucoup basés sur des lieux en dur. C'est-à-dire on réouvre des tiers-lieux, on ouvre des boulangeries, on rénove des salles des fêtes, on ouvre des gymnases, des city-stades. Ça marche dans les villages où tu as une densité assez forte pour faire vivre un lieu 5 jours par semaine. Ton boulanger, il va vendre assez de baguettes pour pouvoir ouvrir 5 jours par semaine, ou ton tiers-lieu, il va avoir assez de bénévoles. Et ces communes-là sont déjà couvertes par les dispositifs divers et variés. Et c'est très positif, parce que c'est bien mieux que rien. Mais à côté, il y a toute cette clique de villages de moins de 1000 habitants, où en fait, quand on a 300-400 habitants, ça ne sert à rien de faire une salle des fêtes à 500 000 € ou d'ouvrir une boulangerie, parce qu'il n'y aura pas assez de volume pour que les gens l'utilisent. Et aujourd'hui, et c'est ce sur quoi Villageois a grandi, il n'y a pas d'offre pour ces maires-là, pour ces communes-là, parce qu'ils ne vont pas ouvrir un lieu, ils ne vont pas surinvestir. Et nous, on dit, au moins 1, 2, 3 fois par an, tu as un événement qui passe, ça fait que tout le monde ressort et se croise, et ça fait que les gens, en effet, découvrent des services. Donc, est-ce qu'on arrive à relancer des villages? En certains cas, oui. Mais il faut aussi assumer, et ça, quand on a connu les villages d'avant, c'est un peu dur à avaler, j'en conviens. Moi, je n'ai pas connu par ma jeunesse, mais c'est assez dépendant d'une aide extérieure, comme la nôtre. Et on est quand même à un creux, que j'espère est un U, mais un creux de l'engagement associatif et citoyen, par divers variables, les modes de vie qui évoluent. Parfois, l'engagement associatif, il est un peu peut-être anachronique par rapport à aspirations des plus jeunes, mais aussi par la simple démographie qui baisse et qui malheureusement vieillit. Et donc, on arrive à aider des comités des fêtes à repartir. On pourra en parler, mais on a des projets comme ça où, voilà, première date, on leur dit, vous prenez juste la buvette, vous n'avez pas besoin d'organiser tout l'événement. Deuxième date, vous prenez la buvette et la resto, puis après, ils viennent nous voir, finalement, c'est pas si dur. Vas-y, l'année prochaine, on va faire 1 ou 2 fêtes. Ouais. Mais il y a aussi ce côté-là où, quand on commence à répéter notre présence dans les villages sur 2 ou 3 ans, on arrive à construire quelque chose. Mais il y en a plein aussi où malheureusement, il n'y a plus grand-chose et il n'y a pas forcément une base aujourd'hui pour reprendre. Mais on pense que ce n'est pas non plus une raison pour laisser totalement ces gens-là de côté. Ouais, c'est la partie moins heureuse, mais qu'il faut dire et peut-être qu'on ne voit pas dans les grands médias ou quand on va en vacances. Et je trouve que c'est important de le dire. Tu couvres quand même aujourd'hui environ 8 territoires. Ça va de la Haute-France jusqu'en Normandie, de la Bourgogne, l'Occitanie.
Comment justement tu penses ce développement territorial sans perdre le lien de proximité qui fait la force justement de ce modèle? Tu disais même d'ailleurs que certains maires t'appellent. C'est plus de la naïveté, c'est visiblement de la notoriété. Comment fonctionne aujourd'hui ton modèle et comment est-ce que tu grossis sans perdre ce lien justement qui est très propre? Mm. En fait, on a plein de petites équipes. En fait, une équipe villageois type, c'est 5 salariés, à peu près 25 ans de moyenne, qui vont faire en une saison une soixantaine d'événements. Et l'originalité, c'est que l'équipe, elle vit sur le territoire qu'elle couvre. Donc en fait, imagine, tu postules pour villageois, tu dis voilà, je veux faire la saison 6 mois, job de terrain, nous qu'on appelle équipier, ou en gros, équipière, tu organises les dates, tu les animes. En fait, bon, tu passes tes entretiens, bravo, tu es recruté. Mais en fait, c'est un peu comme gendarme, tu ne sais pas si tu vas aller dans la Nièvre, dans Ah oui. l'Orne, dans la Somme, dans le Gers, etc. Et en fait, on peut aller n'importe où en France, mais une fois qu'on est assigné à un territoire, l'originalité, c'est que Villageois fournit le logement. En fait, si tu demandes à un jeune d'aller au fin fond du Morvan ou de l'Orne, il ne trouvera pas de studio à louer, il ne pourra pas se loger. Donc nous, on achète ou on loue des maisons de campagne où chaque jeune a sa chambre. Et donc l'équipe, au-delà que ce soit son travail, vit sur le territoire et donc fait ses courses au marché, fait les tournois de belote le dimanche, va faire les concerts à droite à gauche. Et c'est ce lien-là qui nous permet d'être très proche du terrain. Et ils partent combien de temps, tu dis? Et ben en fait, une saison, c'est 6 mois. Tu as des équipes qui restent 6 mois au même endroit, ce qu'on appelle les équipes pérennes. Donc eux, ils vont faire dans un rayon d'1 heure et demie autour de la maison, ils vont faire plein de dates. Et tu as des équipes plutôt itinérantes qui sont un peu les explorateurs de la bande, qui vont changer tous les 1 mois et demi. Voilà, c'est un peu les nomades. Ouais. Tous les 1 mois et demi, ils replient bagages, nouveau gîte. Tu vois, cette Génial. année-là, par exemple, il y a une équipe, si je me rappelle bien, elle va faire la Haute-Loire, ensuite elle va faire l'Indre-et-Loire, ensuite elle va faire la Normandie et elle va finir dans le sud. Et donc tu bouges et tu Génial. découvres des coins de France. Et attends, et tu dis, donc la saison commence, et donc il y a combien, au même moment, vous animez plein de villages en même temps? Ouais. Et du coup, ça représente combien de personnes, tous ces jeunes? Enfin, d'ailleurs, je sais pas quelle est la moyenne d'âge de vos équipiers. C'est 25, après Ouais. la définition de jeune, chacun se l'attribue. Mais en tout cas, c'est à peu près 25-26. Et on en a, là, on va être 41 Ah ouais. en début de saison. C'est un métier très saisonnier, hein, on Ouais. est 40 en saison et une dizaine en hors saison. C'est un gros pic d'activité et de recrutement pour distribuer. Ouais, là, on va courir une grosse vingtaine de départements. Mais grâce à ce modèle, et en fait, dans chaque équipe, les équipes connaissent très bien les maires, les services, nouent des liens avec eux. Les 3 quarts des maires nous servent l'apéro à la fin de la date, nous demandent de nos nouvelles, sont repartants pour qu'on revienne l'année d'après. Et il y a ce lien direct qui se crée et c'est vraiment le ou la mère qui en est le maillon. Alors avec la communauté de communes, ça c'est plus technique, mais humainement, c'est les maires. Et pour finir de répondre sur le modèle de développement, alors on en est quand même au stade où c'est beaucoup nous qui démarchons les gens. Comme tout projet, il faut quand même se faire sa place et prospecter. Mais comme je l'ai dit, c'est globalement très bien reçu parce que ces maires de moins de 1000 habitants et ces communautés de communes qui ont beaucoup de communes comme ça, elles comprennent quand je leur dis, bon c'est bien, pour vos centres-bourgs il se passe plein de trucs, mais pour les petits villages, et notamment les gens qui y sont restés, qu'est-ce qu'il y a? Et là, ils sentent qu'on ait une solution. Mais par contre, c'est hyper important d'aller dans un territoire où on est souhaité. C'est-à-dire, il y a des territoires qui se portent très bien. Par exemple, big up à eux, mais on va pas beaucoup en Bretagne, parce que la Bretagne, ça va bien. Alors, il y a des coins en Bretagne, je veux bien le croire, où il se passe pas forcément autant de trucs qu'on voudrait, mais globalement, c'est une région économiquement qui se développe, il y a des fest-noz tous les week-ends, il y a une fierté locale, il y a de la fête. Et donc voilà, en Bretagne, nous, on arrive dans le village, il y a une pharmacie, un hôtel, un restaurant, il y a 15 fêtes par an, donc on se dit, bon, c'est pas là qu'on est le plus utile. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir quand même des endroits où il y a un diagnostic locaux des élus et de leurs agents qui dit, bon, oui, on a besoin de revitalisation, on est preneur. Et ça, c'est important parce que si vous n'avez pas l'ancrage local et les autorités qui vous poussent, ça va quand même moins marcher. Parce qu'on ne peut pas venir simplement de l'extérieur et dire voilà. Et il faut surtout veiller à ne pas remplacer l'existant. En ruralité, on souffre beaucoup de ce truc où chacun lance un peu son appli ou son dispositif dans son coin. Je vous donne une image, mais les applis de covoiturage ou les applis des différentes régions et départements pour se déplacer, en fait, tout le monde fait la sienne. Et du coup, les utilisateurs, ils ont trop sur leur téléphone d'applis en même temps, on ne peut pas concentrer les moyens. Et donc nous, c'est la même philosophie qu'on s'applique, on n'arrive pas avec nos grands sabots. S'il y a déjà des comités des fêtes actifs, des fois héros, soit on voit comment on peut les aider,
peut-être on ajoute la partie service ou on les dépanne sur un événement où ils n'ont pas le temps. Mais on fait beaucoup attention à ça. Et pour finir, et ça c'est à ne pas sous-estimer, ça se développe bien, mais le frein principal que l'on a, on pourra parler du modèle économique, mais ce n'est pas forcément les budgets, c'est le manque de bandes passantes. En fait, dans les territoires ruraux, tu as en permanence 1 ou 2 postes qui manquent dans les collectivités. Soit ils n'arrivent pas à recruter, soit il y a des sujets RH divers et variés. Et en fait, la plupart du temps où on ne nous donne pas suite, c'est juste on n'a pas le temps de s'en occuper, on ne voit pas qui on peut staffer. Alors que nous, on essaie d'être hyper Et autonome. ils n'ont pas de bénévoles, des gens justement qui veulent aider à animer Dans les villages, oui, mais à un niveau supérieur oui, d'ingénierie pardon. comme Oui. et tout, non. Ah Mais même dans les villages, non, c'est de plus en plus rare. oui. Tu vois là, alors les listes municipales, c'est quand même moi je trouve ça prodigieux parce que je crois qu'il n'y a qu'une dizaine ou une quinzaine de communes en France où il n'y avait pas de liste. Mais ce qui est fou, parce que quand même une liste, quand tu es membre d'une liste, moi maintenant j'ai des collègues big up qui ont rejoint des listes dans des villages, et ça prend beaucoup de temps, ça prend des heures et des heures de commissions, de réunions. C'est quelque chose que peu de gens sont prêts à faire. Et aujourd'hui, déjà, si tu as une équipe municipale qui a investi, où tu as des adjoints et en plus on a d'autres, c'est déjà super. Et c'est des gens qui font beaucoup pour leur village. Mais par exemple, on voit que dans les associations, type comité des fêtes, etc., tu as beaucoup. En fait, c'est ça aussi quand je parlais d'évolution un peu des pratiques. Tu as beaucoup de gens qui veulent s'investir. Par exemple, pour aller faire griller les saucisses le jour J, tu as du monde qui va t'aider à la manutention, même qui va t'aider à organiser. Mais par contre, pour être président de l'asso, trésorier, faire les rapports, diriger les réunions, prendre ses soirées pour ça, là, ça devient très difficile à trouver. Et ça peut être un écueil que nous, on essaye de contribuer, mais c'est un phénomène qu'on constate vraiment sur le terrain. Et qu'est-ce qui est justement le plus difficile dans le modèle de villageois à date, après maintenant 6 ans d'existence? Est-ce que c'est plus la logistique, le financement? Est-ce que c'est convaincre les élus locaux? Visiblement, il n'y a pas tellement besoin de les convaincre. Quelle est pour toi la plus grande difficulté aujourd'hui? Alors, bien sûr, il y a une ou des difficultés, mais je tiens à dire que c'est globalement positif comme Bien expérience sûr. et comme projet parce qu'on travaille avec des territoires qui nous aiment et qu'on aime. En interne, ça se passe super bien. Tout le monde est conscient de l'utilité de ce qu'on fait et tout le monde aussi a un rapport à ces tâches avec à la fois de l'implication mais aussi des bonnes limites. Et moi, je suis vraiment heureux qu'on ait trouvé ça dans un milieu où il n'y a pas beaucoup de projets par ailleurs et qui est un peu réputé comme très peu dense, un peu poussif, où c'est dur de trouver de l'argent. Financièrement, on s'en sort aussi. Après, je dirais que la difficulté, c'est globalement le plafond de verre qu'a toute la ruralité dans son ensemble. Alors, il y a beaucoup de causes qui ont des plafonds de verre, j'en conviens, moi, c'est celle que je connais. Mais on a des financeurs, par exemple, qui nous disent en fait, c'est pas tant l'efficience de ce qu'on fait, c'est en fait que vous fassiez 100 ou 1000 événements, moi, j'ai que 10 000 € à vous donner. Les budgets ruraux sont vraiment très faibles par rapport au budget urbain. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut comparer, parce que, ma foi, les villes ont leurs propres problèmes et je pense qu'elles ont déjà bien sur la planche. Mais on est dans un milieu où le rural est quand même au fond des préoccupations. Moi, j'aime beaucoup dire que c'est 25% de la population qui habite à plus de 40 minutes d'une ville, mais c'est pas du tout 25% des actus, 25% des politiques publiques, 25% et je pense que c'est le sujet aussi pour Time Force, c'est que c'est pas du tout 25% des projets. Je parle pas que de la demande, mais je parle de l'offre. Parce qu'il il faut pas tout blâmer sur le reste. Il y a aussi combien de gens de la campagne se lancent et essayent de contribuer. C'est pas facile, donc peu. Et je pense que c'est ça le principal écueil, c'est que nous, tu vois, oui, aujourd'hui, on fait 300-400 communes par an, mais il y en a 30 000 en France, des communes de moins de 1000. Donc la tâche est énorme. Et en fait, on arrive à fonctionner parce que c'est hyper local. On en parlera, c'est plein de petits bouts de financement, etc. Mais aujourd'hui, alors bien sûr, il y a notre responsabilité de bien travailler, mais le système dans lequel ça s'inscrit ne nous permet pas de scale comme, entre guillemets, une start-up des villes. Ou en tout cas, c'est plus poussif. Donc je dirais que c'est principalement ça qui n'est pas un obstacle au quotidien, parce que comme j'ai dit, notre bateau navigue agréablement, mais on sent que dans le fond, c'est ça qu'il faut faire bouger si on veut que ça prenne une autre dimension. Mais du coup, toi, donc tu venais de la province, tu as monté ça comme un truc d'été. Finalement, tu en as fait ton job, ça fait 6 ans.
Donc, tu as commencé à entreprendre. Est-ce que tu es venu à Paris quand même pour faire des rendez-vous, pour avancer? Est-ce que tu as discuté un peu avec des entrepreneurs? Tu rencontres des entrepreneurs dans les régions que tu découvres, que tu animes? Et c'est vraiment un retour que tu as aussi où tu vois que c'est difficile d'entreprendre de là-bas. Est-ce que les gens osent moins se lancer? Est-ce que ils n'ont pas accès à toutes les infos non plus? Est-ce que, tu vois, après, toi, tu étais allé à l'école, quoi. Enfin, tu as quand même un parcours où tu es allé à l'école. Enfin, tu avais aussi quelques codes aussi que tu connaissais. Mm. Donc, mais qu'est-ce que tu vois, toi, sur le terrain? Mm. Il y a beaucoup de choses à dire sur cet aspect-là. Moi, avant de faire Villageois, j'étais entre guillemets un peu dans la Startup Nation. J'étais dans le numérique, c'est ce que j'aimais et toujours aujourd'hui. Et donc Villageois a vraiment ce mélange incongru des campagnes profondes avec des automatisations IA, Ah ouais, vertables là, dans tous j'allais les t'en sens. parler. Et t'en fais part pendant tes voyages là à toute la communauté? On est en plein dedans, on est en plein dedans. Et Et attends, juste la moyenne d'âge de ouais, ces gens en commune, dans dans les les villages. villages moins de 1000 habitants, ouais. Et ben, en gros, Il y a sur que- les il y a les dates, tu as stats? 40% de retraités. C'est Ouais. notre plus gros pool Ok, de donc c'est- bénéficiaires. Et tu as 35-40% de familles un peu établies, donc 30-60 ans. Ah oui, quand même, ouais. Ah oui, donc c'est 18-30, tu jeune. personne. Ah oui. Ouais. Personne. Et tu as des familles avec des enfants. Ok. Voilà, c'est à peu près ça la démographie. Alors nous, de nos dates, mais je pense que c'est représentatif de ces petits villages. Ouais. Oui, donc tu as intégré l'IA. Oui, enfin, pareil, on va ce sujet aussi, mais ce que je voulais dire, c'est que le mix est assez original et c'est ça aussi qui a fait qu'il a marché. Un mix, en fait, qui prend le meilleur de l'entrepreneuriat sur la productivité, sur les outils, sur la structure, sur la prospection, et qui met tout ça au service de l'aspect vraiment hyper terre-terre. Enfin, moi, tu vois, encore chaque mois, je fais 2 ou 3 dates et je monte des barnums comme tout le monde, je porte les tables et les chaises et tout le monde chez Villageois fait ça. Et en fait, tout le temps qu'on gagne, on peut en reparler grâce à toutes ces améliorations, c'est pour être au contact des habitants, c'est pour appeler les maires, c'est pour faire plus de téléphones ou de contacts en direct. Après, sur l'entrepreneuriat en ruralité, la phrase un peu provocatrice que j'aurais, c'est: est-ce que c'est difficile d'entreprendre en ruralité? Je suis pas sûr. Est-ce que c'est difficile d'entreprendre à la parisienne? Oui. Tu vois vraiment, il y a plusieurs. Le but n'est pas toujours de comparer, mais il y a plusieurs courants. Quand je viens entreprendre à la parisienne, j'ai 2 axes. Le premier axe, c'est un peu les métiers tertiaires face aux autres types de métiers, sujet qui me tient particulièrement à cœur, et les gens des territoires aussi. Et le deuxième, c'est quoi alors si je prends vraiment 2 stéréotypes, il y a la start-up du numérique qui va scaler, qui est souvent la cible des VC, qui peuvent être souvent des colosses au pied d'argile, c'est-à-dire un truc hyper prometteur, mais sur des bases qu'on n'a pas encore trop vérifiées. Et peut-être qu'à l'inverse, dans les territoires, tu vois peut-être des nains, mais au pied de ciment, quoi. C'est-à-dire des petites boîtes, pas forcément sexy pour les jeunes ou pour le milieu en général, mais en fait qui tournent, qui ont un impact positif sur leur territoire. Et donc, c'est là où la définition de start-up devient un peu subjective. Est-ce que c'est la capacité à scale? Est-ce que c'est l'impact que tu as? Est-ce que c'est le degré d'innovation? Mais je pense qu'en campagne, tu as quand même beaucoup de PME et de TI qui sont très belles, et même aussi des TPE et des PME assez innovantes qui répondent à des besoins locaux. Et sur l'environnement de financement, il y a quand même un très bon maillage, des choses qu'on voit moins à Paris, mais tout ce qui est les petits prêts d'honneur à 5, 10, 15 000 euros, des accompagnements comme France Active, Initiative, BGE, c'est souvent en fait des assos d'entrepreneurs qui ont un peu réussi et qui coachent et qui forment l'antenne locale de ces structures-là. Donc, ce n'est pas des grosses levées où tu finis dans les échos ou quoi ou qu'est-ce, mais c'est des boîtes qui font leur petit bonhomme de chemin. Et par rapport à ce que tu décrivais, moi, je pense que ça peut être dans l'air du temps, même si ça ne paraît pas, parce que en effet, on est dans une ère du temps hyper technologique où les cycles d'innovation s'accélèrent, avec l'IA notamment. Mais moi, je pense qu'il y a 2 opportunités. Je dirais, après, c'est mon rôle d'être optimiste, parce que j'y crois à fond à mon territoire et à nos territoires. La première, c'est un peu, comme je l'ai dit au début, la revanche du non-tertiaire face au tertiaire. L'IA va beaucoup bousculer les jobs de col blanc, qui sont principalement dans les villes, dans les tours, d'analyse, de traitement de l'info, enfin, moi, ce que j'appellerais les jobs PowerPoint, Excel, Réunion. Dans les territoires, c'est des jobs qui jusqu'ici, alors il y a de tout partout, hein. Dans les territoires aussi, il y a des cadres, il y a des ingénieurs, on est d'accord, hein. Et dans les villes, il y a aussi des braves gens qui font des métiers très terrain, qui prennent le RER à 5 heures du matin, etc. Mais globalement, dans les métiers ruraux, il y a plus de contraintes géographiques, horaires.
Pour moi, les 2-3 critères, comment tu définir, c'est des critères extrêmement subjectifs, c'est est-ce que si tu racontes à ta grand-mère ton métier, elle le comprend? Et est-ce que si tu as un petit rhume, tu vas quand même au boulot ou pas? Et par exemple, si tu es aide-soignante, si tu es boulanger, si tu es garagiste ou si tu es installateur de panneaux solaires ou de placos, c'est facile pour ta grand-mère de comprendre ce que tu fais. Et si tu as un petit rhume, en fait, tu vas quand même au boulot ou quand tu es prof et quoi que ce soit. Ça, c'est des métiers, je pense, que l'IA va augmenter et va sûrement y avoir un effet quand même de diminution de la main-d'œuvre, c'est-à-dire du temps qui va être gagné partout, mais beaucoup moins que ces métiers en col blanc. Et je pense que la ruralité, là-dessus, a une carte à jouer. Et la deuxième, si on parle purement d'entrepreneuriat, c'est que avant l'IA, la ruralité, pour moi, c'est le territoire parfait pour la débrouille, faire beaucoup à pas cher, et ce que les Parisiens appelleraient le bootstrapping, mais que nous, on appellerait la débrouillardise. Et j'utilise J'adore. ces termes-là aussi, donc je ne veux pas, Oui, on a vu quand tu as commencé clivant. à parler de scale. Voilà. Donc j'essaye de donner dans les deux camps. Et en fait, en ruralité, oui, c'est plus poussif, on va pas se mentir, parce qu'il n'y a pas de densité. Je donne un exemple. Tu veux lancer une nouvelle appli, je sais pas, d'alimentation locale. Tu es en ville, tu vas faire les bas d'immeubles, tu vas faire les devants de supermarchés, tu vas à la place des héros de ta ville ou à la place de la République de ta ville, et en 2 jours, tu as fait 100 interviews d'utilisateurs. Tu veux faire la même chose dans des petits villages, tu prends ta bagnole, tu roules 25 minutes, tu toques à 8 maisons, il y en a 3 qui t'ouvrent, il y en a 2 qui acceptent de te répondre. Et en fait, en une journée, si tu as fait 12 interviews, tu es content. Donc, tu vois, avec nos mesures d'impact, on le voit. Donc, l'humanité a quand même construit son progrès économique et son innovation sur les regroupements de personnes. Donc ça, c'est vrai. Ça, c'est le point faible, qui est indéniable. Le point fort, c'est qu'il y a quand même une culture de faire beaucoup à pas cher. Il y a beaucoup de gens qui ont des bonnes volontés, qui sont prêts à t'ouvrir des portes, qui ont le temps de t'écouter. Et tu peux... En fait, il n'y a pas vraiment une science de la formalité. Le MVP dans la ruralité, c'est très bien reçu. C'est-à-dire, si le tout début de Villageois, c'était vraiment un pauvre utilitaire avec... Enfin, je te donne un exemple, mais des fois, on fait avec ce qu'on a dans les mairies pour accueillir les services. Et donc, des fois, tu te retrouves avec les gendarmes ou la Maison France Service, qui est un sujet super sérieux où tu fais tes impôts. Le gars, en haut, il a une espèce de tente de forain. Il est sur la chaise de l'école, si on n'avait que ça, une table de camping, 2 kakémonos. Et en fait, les gens, ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est la personne derrière la table. Bien sûr. Mais la formalité, donc tu vois, des fois, on dit, mais il faut un bus, il faut acheter un bus à 40 000 euros qui doit être magnifique Pas et du tout. tout, ouais. Ouais, les gens, c'est pas ça qu'ils Non. se recherchent. Donc, tu as de la place pour le bootstrapping, pour la débrouillardise. Et moi, je pense qu'à l'ère de l'IA qui se démocratise, qui te permet de faire tes propres automatisations, tes propres process, sans devoir lever beaucoup plus d'argent qu'avant et avoir des équipes digitales ou même des équipes métiers derrière toi, je pense que tous ces éléments-là font que c'est une chance pour la ruralité, même si à la base, il n'y a que moi qui en parle de ce mélange, parce qu'il est hyper contre-intuitif, mais nous, c'est vraiment ce qu'on vit au quotidien. Et c'est hyper important que tu passes le message, parce que c'est vraiment aussi la thèse, nous, de Time4, on est convaincus justement que déjà, il y a des pépites et il y a des projets qui passent sous le radar qu'on ne voit pas. Et il y a des gens qui n'osent pas aussi sûrement entreprendre. Et vous êtes des vrais exemples, là, tous ceux qui viennent sur ce podcast, justement, et qui donnent envie d'entreprendre. En tout cas, je l'espère à ceux qui nous regardent du fin fond de je ne sais. Peu importe où est-ce qu'ils nous regardent, effectivement, et nous écoutent. Mais justement, tu as lancé Rebond Rural, qui est un programme pour aider les gens à s'installer à la campagne. Est-ce que c'est une extension naturelle de la thèse de Villageois ou c'est une envie qui est venue du terrain et parce que tu as observé? Est-ce que tu peux nous en parler? C'est carrément quelque chose qui a émergé du terrain. Okay. C'est ça aussi mon message sur la ruralité. Après, bien sûr, je parle du rebond rural, mais tu as une immensité de besoins sur le développement économique, sur la santé, sur la mobilité. Donc en fait, nous, c'est un peu comme une voiture un peu vieille. Plus tu regardes, plus il y a de voyants. Plus tu creuses, plus tu trouves de trucs à faire et de trucs à réparer. Et parce que, comme j'ai dit, malheureusement, la ruralité n'est pas au centre de l'attention. Donc une fois qu'on se plonge dans les problématiques locales, on se rend compte qu'il y a beaucoup de terres qui n'ont pas été explorées dans les solutions. Et parmi celles-là, il y a en effet l'emploi, ramener des jeunes. En fait, il y a beaucoup de jeunes qui veulent travailler en ruralité. Et on s'en est rendu compte parce que nous, quand on recrute chaque année avec Villageois, le meilleur truc, on fait des pubs Insta. Ça marche, mais de loin, c'est le meilleur truc qu'on peut faire pour recruter. Et on reçoit des centaines de candidatures. On n'en sélectionne que quelques pourcents, parce que nous, c'est des critères très précis, parce qu'il faut savoir vivre ensemble, aller au contact de la population. Mais vraiment, on reçoit des quantités et des quantités de candidatures, alors plein de profils différents. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des études assez longues, qui
qui ont fait 1 ou 2 ans un fameux métier tertiaire dont je parlais, et qui, au bout de 2-3 ans, nous disent moi, je veux faire un truc plus proche des habitants, je veux voir la finalité de mes actions, je veux être sur le terrain. Donc, ils postulent. Mais on a aussi plein d'autres profils, des gens qui viennent de l'aide à domicile, même du secteur de la culture, là, qui est en difficulté, etc. Et en fait, il y a ce vivier-là. Et vous allez voir que je fais un peu toujours la même rengaine. Et en fait, en même temps, tu te rends compte que, bien sûr, il y a des politiques d'accompagnement pour trouver de l'emploi. Mais quand tu vas dans les territoires, elles sont concentrées dans les villes. Tu as des agences France Travail, et elles sont très braves dans les villes, mais elles ne peuvent pas vraiment rayonner dans les campagnes. Tu as les missions locales, etc. Et on s'est rendu compte que quand tu veux déménager dans un département et que tu veux t'installer dans la ville-centre, par exemple dans la Nièvre, tu vas aller à Nevers, ou dans le Cher, tu vas aller à Bourges, là, ça va, tu as de l'accompagnement. Mais s'il s'agit vraiment de lancer ton projet entrepreneurial ou trouver un boulot vraiment dans un village, c'est vraiment difficile de trouver de l'accompagnement parce que ce n'est pas un réseau que ces acteurs-là ont. Enfin, ces acteurs-là sont traditionnellement urbains. Encore une fois, je ne leur jette pas la pierre parce qu'ils arrivent quand même à trouver des solutions à ces jeunes-là. Mais nous, on a vu qu'il y avait cette demande-là à combler. Et en fait, ce qu'on se rend compte par ailleurs, c'est que quand on tourne dans un village, dans un territoire rural depuis 2 ou 3 ans avec les événements, en fait, on a une poignée de main de tout le monde. Et je donne un exemple, mais il y a une fille qui a rejoint le programme qui veut faire wedding planeuse. Donc, on l'a accompagnée dans son projet pour devenir wedding planeuse. Alors moi, je ne connaissais pas du tout ce business. Et en fait, ce qui est déterminant pour les wedding planners, c'est d'avoir des châteaux, d'avoir des lieux. Parce qu'en fait, c'est ça qui compte dans un mariage, c'est le lieu. Et ça se book 2 ans en avance. Et en fait, les lieux, comme il n'y a que 8 week-ends par an où les gens font des mariages, pour avoir un lieu, il faut se battre. Et donc, les bons wedding planners, ils ont des deals d'exclusivité avec des lieux. Et en fait, du coup, pour la lancer, on s'est rendu compte que la moitié des villages qu'on faisait, il y avait un château. On appelle le maire, vous connaissez le proprio du château. Et en fait, en 6 mois, on lui a trouvé 3 châteaux. Et aujourd'hui, elle a 3 châteaux dans son pool de châteaux pour lancer son activité. Mais demain, tu vois, il faut te trouver des fournisseurs de bois pour ton fabricant de meubles qui veut se lancer. En fait, on trouve. Et grâce au maillage qu'on a dans les territoires ruraux, hyper généraliste, on arrive toujours en quelques coups de fil à trouver. Et donc, on accompagne, en effet, là, on l'a testé sur 5 jeunes, un périmètre assez réduit pour bien comprendre le modèle. Et voilà, tous avec des sorties positives. Là, Lucie, qui peut-être écoutera, va faire son premier mariage cet été, et avec des sorties positives, mais dans un milieu où on est venu nous chercher parce qu'à la fois, ça permettait de revitaliser les territoires ruraux, où des fois il y a des problèmes aussi de reprise ou juste de commerce qui ferment, non pas parce qu'il n'y a pas de demande, mais comme je disais aussi, il y a un problème d'offre. Et en même temps, d'aller trouver des débouchés à des jeunes qui aspirent à autre chose que la carrière très classique, mais plutôt essayer de se lancer à la campagne. On pourrait rester des heures, mais il est déjà... Une dernière question quand même. Mais bien sûr. Est-ce que tu doutes, Marius? Est-ce que ça t'arrive de douter? C'était rock'n'roll au début. C'était rock'n'roll. Alors là, c'est pas du tout spécifique au milieu rural ou quoi. Je pense qu'au début, quand on entreprend, surtout, et je pense que c'est le parcours de beaucoup, quand on grandit avec la boîte, moi, comme tu as dit au début, j'avais pas prévu que ça devienne ce que c'est devenu, qu'il y ait des salariés, qu'il y en ait 40, que ça fasse 400 villages, machin. Moi, au début, je voulais juste faire un truc autour de chez ma grand-mère. Et après, en gros, on est passé à la télé, à la radio. Il y a des territoires qui m'ont appelé. Est-ce qu'on peut le faire? On peut le financer? Moi, j'ai dit oui. Et puis, au final, il y a 2, 3, 4, 5 territoires. Et non, les moments de doute, c'est quand on est seul. Au début, on est seul face à ses problèmes. L'entourage, surtout à notre âge, n'est pas forcément capable de comprendre parce que personne entreprend à... Je ne dis pas que personne a des responsabilités, parce qu'il y a des gens qui ont des responsabilités familiales, personnelles par ailleurs, mais en tout cas, entrepreneuriales, c'est rare. Et moi, c'est beaucoup m'entourer, notamment dans la communauté Live for Good, de pairs ou de mentors, mais il y a plein d'autres communautés aussi. Ça a vraiment aidé. Parce que sinon, on n'a pas d'éléments relatifs, on n'a pas d'éléments, on est tout seul. La solitude de Et là, on doute. Parce qu'on n'a aucun point de repère. Donc, on se dit, en fait, pourquoi je me fatigue? Est-ce que ça va bien finir? Mais les autres, comment ils font? Où c'est que ça va aller? Puis bon, quand tu as quelqu'un qui a un peu de bouteille, qui te fait relativiser, tu te sens mieux. Et quand moi, je l'ai fait, je ne l'ai pas fait au début. Les 2 premières années, je ne l'ai pas fait. J'ai un peu avalé ces doutes-là et c'était pas très agréable, ouais. On travaille avec Marc Simoncini, qui est chez Daphné aussi, et il finissait de nous dire, en fait, vous vivez tout le temps des premières fois, en fait. C'est tout le temps des premières fois, donc c'est super dur à gérer, parce que ce sont que des premières fois. Et première fois que tu as un salarié qui s'en va, première fois que c'est la merde, première fois, première crise, même premier scale, en fait, tout tu découvres à chaque fois et c'est dur. Et beaucoup d'entrepreneurs parlent de cette solitude. Et heureusement, comme tu dis, qu'il y a les réseaux.
qu'il y a les Vici, qu'il y a les assos et tout ça. Donc, tu as raison. Et il faut rejoindre des réseaux, il faut se parler, se rencontrer pour échanger, pour être au moins seul. Marius, merci. Merci d'être venu. Merci pour ce message que tu passes. Merci. Bravo à vous tous chez Villageois. Parce que j'imagine que c'est tout le monde, c'est toi et toute ta team. Ouais, complètement. Et donc bravo à tous et si vous nous écoutez. Et aussi, pour faire le lien, pourquoi tu parlais de Live for Good ? Parce que tu as été lauréat d'un prix Gabriel. Alex, c'est ça Tout à fait. En quelle année ? 2024. 2024, voilà, le prix Gabriel de chez Live for Good. Et donc c'est aussi pour ça que Alec était là sur l'épisode, au-delà d'être un partenaire de Time For. C'est lui qui a fait le lien avec Marius. Je reviendrai avec plaisir. Et tu reviendras avec plaisir. Écoute, le prochain, on le fait ensemble, il n'y a aucun problème. Merci aussi à notre sponsor, bien sûr, Gaz Européen. Merci de nous soutenir. À qui il faut que je dise merci encore ? On a l'impression qu'il faut que je rappelle. Merci Erika, merci Lynn qui sont tous derrière. On dirait qu'il y a toute une équipe, pas du tout. Non, et si vous avez aimé l'épisode, si vous voulez partager le point de vue de Marius, si vous partagez le point de vue de Marius, pardon, n'hésitez pas en tout cas à partager aussi l'épisode. Et puis à très vite pour le prochain épisode. Salut. À bientôt.